la porcelaine du bol tremblait légèrement entre ses mains. Elle ne disait rien, ne me regardait pas assise en face de moi, elle soufflait doucement sur le thé, comme si le silence entre nous était plus chaud encore que la vapeur. Sous la table, son pied effleura le mien lentement, comme un aveu retenu. Pas un geste accidentel. Un frisson discret, parfaitement maîtrisé. Elle murmura enfin, sans lever les yeux. « Tu sais que ça ne mènera nulle part, hein ?» J'ai hoché la tête. « Je sais. » Mais aucun de nous n'a bougé. Et dans cette immobilité choisie, il y avait plus d'intimité que dans 1000 caresses. J'avais 26 ans quand je me suis installé au rez-de-chaussée d'une vieille maison divisée en 3 appartements, à Toulouse, dans une rue en pente bordée de platanes. L'immeuble datait probablement de la fin du XIXe siècle, un petit vestige bancal entre 2 constructions modernes, avec ses volets à moitié fermés, sa porte d'entrée qui grinçait et une odeur persistante de bois humide dans l'escalier. C'était en janvier. Le genre de janvier que le Sud n'aime pas avouer, pas glacial, mais poisseux, couvert d'un ciel bas et d'une pluie fine qui s'infiltre partout. Je venais de sortir d'une relation longue et tiède, 4 ans de tendresse polie et de silence qui n'avaient plus rien à dire. On s'était quitté comme on éteint une lampe, sans colère, juste un dernier regard et un reste de pad thaï sur la table basse. L'appartement me plaisait parce qu'il ne faisait semblant de rien. Parquet fatigué, murs jaunis, radiateur capricieux, tout sonnait vrai. Je passais mes journées à travailler sur mon ordinateur, freelance dans le design graphique, et mes soirées à réapprendre le silence. Je ne l'ai pas vu tout de suite. Pendant la première semaine, je ne l'ai que deviné, des pas feutrés à l'étage, des notes de piano ou de jazz filtrant à travers les vieilles conduites d'aération, le cliquetis d'une vaisselle qu'on range. Elle vivait dans l'appartement du milieu. Son nom était écrit en lettres fines sur la boîte aux lettres, Margot B. Une écriture élégante, à l'encre noire, comme une signature oubliée sur une lettre d'amour. Je l'ai croisée pour la première fois un dimanche matin. Il pleuvait. J'étais en chaussettes dans mes baskets, en train de descendre les poubelles, le sweat détrempé par une averse surprise, quand la porte au-dessus de moi s'est ouverte. Elle est sortie avec un parapluie sous le bras et un trousseau de clés dans la main. Elle m'a vu, s'est arrêtée. Pas surprise, attentive. Le genre de regard qui ne cherche pas à séduire, mais à comprendre. « Vous êtes le nouveau locataire ?» a-t-elle demandé. J'ai redressé les épaules, un peu pris au dépourvu. « Oui. » Appartement A. Elle a esquissé un sourire, discret, presque secret. « Margot ?» a-t-elle dit, tendant la main. Sa paume était chaude, sèche. J'ai serré sa main une seconde de trop, ou peut-être que c'est elle qui a prolongé le contact. Je lui ai désigné le sac en toile sur son épaule. « Vous enseignez ?» Son sourire s'est étiré, juste un peu. « Oui. » « Littérature. »« Au Greta. »« Et vous ?»« Designer indépendant. »« Je travaille à domicile, la plupart du temps. » Elle a hoché la tête, comme si cela expliquait tout. Puis elle a levé les yeux vers le ciel. « Vous avez choisi un mois étrange pour emménager. » J'ai ri. Ce n'était pas vraiment un choix. Elle n'a pas posé de questions. Elle a seulement acquiescé, avant de descendre lentement les marches, ses bottes résonnant doucement sur le bois mouillé. C'était bref. Même pas 5 minutes. Mais quand je suis rentré, j'ai attendu quelques secondes derrière le rideau de la fenêtre, à la regarder s'éloigner sous son parapluie. Il y avait quelque chose dans sa manière de marcher calme, droite, mesurée qui est restée plus longtemps que prévu. Les jours suivants, j'ai commencé à faire attention à des détails. Elle quittait son appartement vers 8h10, revenait un peu après 17h. Toujours des manteaux longs, des carnets reliés sous le bras. Parfois, en allant chercher mon courrier, il me semblait sentir dans le couloir une trace de son parfum, quelque chose d'ambré, de boisé. Un soir, j'ai entendu son rire à travers les cloisons. Grave, franc. Elle n'était pas seule. La voix d'un homme, détendu, lui répondait. Le lendemain matin, je l'ai croisée dans l'escalier, elle souriait, poliment, mais ses yeux semblaient absents. On s'est revus plus souvent, après ça. Par hasard. Sur le palier, devant la boulangerie, à la laverie automatique. Nos échanges étaient brefs, courtois, mais jamais froids. Je me suis surpris à les attendre. À guetter ces moments suspendus où elle posait une question simple et me regardait avec une attention que je n'étais plus habitué à recevoir. Une fois, elle portait la cloche de détresse sous le bras. J'ai fait une remarque. Elle a haussé un sourcil.
vous êtes soit en plein chagrin, soit en train d'essayer de me séduire. Et si c'était les deux? Elle n'a rien répondu. Juste un sourire, lent, sans promesse, avant de disparaître derrière sa porte. Je suis resté dans le couloir, un peu plus longtemps que nécessaire. Il y avait quelque chose en elle que je n'arrivais pas à nommer. Ce n'était pas seulement son âge, ni sa beauté grave, bien qu'il soit impossible à ignorer. C'était la sensation étrange qu'elle voyait quelque chose en moi. Ou que je voulais être vu par elle. Et à ce moment-là, je savais déjà que je glissais. Et que je n'avais aucune envie de m'arrêter. Les jours ont filé comme des gouttes sur une vitre. J'aurais été incapable de dire s'il s'agissait d'habitude ou d'attente. Chaque matin, j'entendais ses pas sur le plancher de l'étage reconnaissable entre mille, régulier, un peu lent, comme si elle choisissait avec soin où poser son poids. Je m'étais mis à caler mon café sur son départ. Pas pour la croiser, pas vraiment. Mais pour sentir ce moment furtif où sa présence traversait la mienne. Un mardi, je suis tombé sur elle devant la petite librairie de la rue Pargaminière. Une de ces boutiques anciennes qui sentent le papier vieilli et la poussière tranquille. Elle tenait un livre ouvert dans une main, son autre bras replié contre sa taille. J'ai hésité, puis je me suis approché. « Vous relisez le Grand Maulne » ai-je demandé. Elle a levé les yeux vers moi, mi-surprise, mi-amusée. Il y a des livres qu'on ne relit jamais vraiment. On les habite différemment à chaque âge. J'ai hoché la tête, sans savoir si je comprenais vraiment. Elle m'a tendu le livre. Vous connaissez cette phrase? Ce n'est pas parce qu'on vieillit qu'on ne cherche plus les choses absolues. Je l'ai lu à voix haute. Ses yeux étaient fixés sur moi, mais je n'osais pas les soutenir trop longtemps. Nous avons marché ensemble quelques rues, sans nous le proposer. Simplement parce que nos pas semblaient aller dans la même direction. Le trottoir était étroit, par moments, nos épaules se frôlaient. Elle s'est arrêtée devant un fleuriste et a contemplé un bouquet de renoncules jaunes. Elle me rappelle le printemps quand j'étais étudiante. Vous étiez à Toulouse? Non. Lille. Une ville où les gens se protègent derrière le vent. Elle a pris une inspiration lente. J'ai l'impression d'avoir 20 vies derrière moi. Et aucune qui m'appartienne vraiment. Je n'ai rien dit. Il n'y avait rien à dire. Mais dans ce silence-là, elle a semblé déposer quelque chose. Quelques jours plus tard, je l'ai revue dans le square derrière la médiathèque. Elle était assise sur un banc, les jambes croisées, lisant un recueil de poésie avec cette concentration presque physique qu'elle semblait porter à tout. Je suis resté debout quelques secondes, hésitant. Elle a levé la tête, m'a vu, et m'a simplement fait signe de la main. Pas une invitation ou une permission. Je me suis assis à côté d'elle, un peu raide. Elle a refermé son livre sans marquer la page. « Vous venez souvent ici » ai-je demandé. « Pas assez. » Puis, après un silence. « Il y a des endroits qui vous permettent d'exister sans justification. » Elle a regardé autour d'elle. Les vieux bancs, les enfants qui crient, le chien s'en laisse, ça vous rappelle qu'on peut juste être. Nous avons parlé un peu de la ville, de son bruit, de ses lenteurs. Puis elle s'est levée. « Vous marchez » J'ai acquiescé. Elle a glissé son livre dans son sac, et nous avons déambulé sans but, comme deux étrangers qui feignent de ne pas se connaître mieux qu'ils ne devraient. À un moment, elle a ralenti. « Vous êtes toujours aussi tranquille, ou c'est avec moi seulement ?» Je l'ai regardée, un peu pris de court. J'ai appris que le silence disait plus que beaucoup de mots. Elle a souri, un peu triste. « Alors vous allez finir par me connaître mieux que je ne le voudrais. » Et elle a repris sa marche, un peu plus vite. Un soir, je l'ai invitée à descendre prendre un thé. Il pleuvait. Elle est arrivée en chaussettes, un pull ample sur les épaules, les cheveux mouillés par la douche. Elle tenait un sachet de thé à la main, comme une offrande discrète. Nous avons parlé de rien. Du vent. D'un élève à elle qui confondait Rimbaud et Verlaine. Je l'ai fait rire, sans même le vouloir. Ce rire-là, dans ma cuisine, a laissé une empreinte plus durable que n'importe quelle promesse. Au moment de repartir, elle a posé sa main sur l'encadrement de la porte. Pas pour s'appuyer ou pour sentir, peut-être. Puis elle m'a regardé, longuement. « Vous êtes plus jeune. Ça se voit. Mais il y a quelque chose chez vous ?» Elle n'a pas fini sa phrase. Elle est partie. Et moi, je suis resté là. À fixer cette main absente sur la porte.
à attendre que le silence retombe. Mais il ne retombait plus. Ce qui suivit ne fut ni crescendo, ni retournement. Plutôt une suite d'ondulations, comme les remous discrets d'un lac quand on y jette un caillou que personne ne voit. Rien ne changeait, et pourtant tout semblait se déplacer, un peu, chaque jour. Elle passait plus souvent. Sans prévenir. Parfois pour un thé, parfois juste pour emprunter un livre ou voir si j'avais survécu à un lundi pluvieux. Elle entrait, regardait autour, s'asseyait sans poser de questions. C'était presque rituel. Pas encore une habitude, mais déjà un glissement. Un jeudi soir, elle a débarqué avec une boîte de gâteaux sablés à moitié entamée et une fatigue dans les yeux que même le maquillage ne cherchait plus à cacher. J'ai eu un élève qui a pleuré aujourd'hui. Un garçon de 20 ans. Il a écrit sur sa grand-mère. Et à la fin de son texte, il a mis « J'écris pour ne pas mourir avec elle ». Elle a marqué un temps, s'est affalée dans le fauteuil comme si son dos ne voulait plus porter le jour. Comment on répond à ça, franchement? Je n'ai pas répondu. J'ai juste allumé une petite lampe d'appoint, tamisé la lumière. J'ai mis un disque de Max Richter, comme une couverture sur le silence. Elle a fermé les yeux, la tête renversée en arrière. Et moi, je l'ai regardée sans bouger. Il y avait dans cette fatigue-là une forme d'abandon que je n'avais jamais vue chez elle. Pas de fragilité. Plutôt une confiance extrême, celle de pouvoir s'écrouler sans craindre qu'on vous regarde tomber. Le samedi suivant, elle m'a invité à monter chez elle. Une première. J'ai hésité une demi-seconde sur le seuil, le temps de mesurer ce que ça représentait. Elle a vu ma pose. Ce n'est pas une initiation. Juste un café. J'ai souri. Je prends tout ce qu'on m'offre. Son appartement était à son image, sobre, précis, presque austère par endroits, mais chaque objet semblait chargé d'un passé. Des livres rangés sans ostentation, un fauteuil recouvert d'un plaid beige, une plante grimpante un peu trop vivante, des cadres où l'on reconnaissait à peine des silhouettes floues. Elle m'a servi un café filtre dans une tasse sans anse, m'a tendu une assiette avec 2 carrés de chocolat noir. Le silence est plus simple ici, a-t-elle dit en s'asseyant par terre, dos contre le mur. En bas, chez toi, il est encore chargé d'attente. Je l'ai regardée, un peu surpris. Elle n'attendait pas de réponse. Elle grignotait le chocolat du bout des dents, les jambes croisées comme une adolescente studieuse. J'ai eu envie de lui dire qu'elle me manquait parfois, même en sa présence. Mais les mots sont restés coincés, trop lourds. Elle a baissé les yeux sur sa tasse. Je n'ai pas l'habitude qu'on me regarde comme ça. Comme comment? Comme si j'étais encore en devenir. Comme si j'avais une suite. Je n'ai rien dit. Mais ce qu'elle disait était vrai. Je ne la voyais pas comme un chapitre clos. Elle était, un battement encore en marche. Un soir, elle est descendue avec un livre qu'elle voulait me faire lire, Les années d'Annie Ernaux. Elle l'a posé sur ma table basse, sans commentaire. Tu ne vas pas aimer tout. Mais certaines phrases, tu comprendras. Nous avons lu ensemble, chacun sur un bout du canapé. À un moment, elle a murmuré. Elle s'était oubliée dans les autres. C'est moi, ça. Je me suis tourné vers elle. Nos épaules se touchaient, doucement. Elle n'a pas bougé. Et maintenant, ai-je demandé. Elle a réfléchi un moment. Maintenant, je ne sais pas très bien si je suis en train de me retrouver, ou juste de devenir quelqu'un d'autre. Je voulais lui dire que peut-être on fait toujours un peu les deux. Mais elle a tourné la page, et le moment est passé. Un dimanche matin, elle a toqué à ma porte plutôt que d'habitude. Elle portait un sweat large, pas de maquillage, les yeux encore un peu froissés par le sommeil. J'ai rêvé de toi, a-t-elle dit, simplement. J'ai attendu, le cœur un peu trop rapide. Elle a haussé les épaules, un demi-sourire aux lèvres. Ce n'était pas un rêve érotique, si c'est ce que tu imagines. Juste, on marchait quelque part, sur un quai, je crois. Et tu me racontais quelque chose d'infiniment triste. Elle a baissé les yeux. Et je me suis réveillé avec l'impression de devoir te protéger. Je ne savais pas quoi répondre. Alors je me suis contenté d'ouvrir un second mug, de faire chauffer de l'eau. Et dans le bruit du thé qui infusait, elle s'est approchée, s'est installée sur ma chaise sans me demander. Comme si cette cuisine lui appartenait un peu aussi, désormais. Je n'ai pas bougé. Mais j'ai senti que quelque chose s'était déplacé. Plus près. Plus profond. On ne s'est jamais dit ce que c'était.
Ce nous, ce fil tendu entre deux silences. On n'a jamais posé de mots, ni fixé de règles. Et pourtant, chaque fois qu'elle descendait les marches, que sa silhouette apparaissait dans l'encadrement de ma porte, c'était comme si quelque chose en moi s'alignait enfin. Il y avait des soirs où elle ne parlait presque pas. Où elle restait là, simplement, à feuilleter un livre en diagonale pendant que je terminais un logo ou que je classais mes dossiers. Elle s'asseyait en tailleur sur le canapé, enroulée dans un de mes plaids comme dans une seconde peau. Parfois, elle s'endormait. La tête contre le coussin, la respiration lente. Alors je baissais la lumière, je mettais de la musique très douce, et je me contentais de l'observer vivre. Elle laissait derrière elle des miettes de présence. Un élastique à cheveux sur ma table de nuit. Une feuille de papier pliée en deux dans ma bibliothèque, avec un poème griffonné à la hâte, il y a des corps que l'on ne touche pas, mais dont le silence vous effleure plus fort que 1000 mains. Je ne lui en ai jamais parlé. Mais j'ai gardé la feuille. Un soir, elle a préparé le dîner. Chez moi. Sans me demander. Elle est arrivée avec un panier en osier et une odeur de thym sur les doigts. Elle a sorti des légumes, des herbes, une bouteille de vin blanc. Elle s'est installée dans ma cuisine, comme si elle l'avait toujours connue. J'étais resté debout un moment, à la regarder faire concentré, paisible. Tu peux t'asseoir, tu sais. Je ne facture pas la main-d'œuvre. Je me suis exécuté, un peu amusé, un peu bouleversé. Tu cuisines souvent pour d'autres ? Elle a haussé les épaules. Avant, oui. Maintenant, non. Puis, après une pause. C'est étrange comme on se retire des gestes. Et un jour, on les retrouve, sans prévenir. Nous avons mangé en silence. Le plat était simple, un gratin de courges et de chèvre, accompagné de riz et de quelques noisettes grillées. Mais je n'avais jamais goûté un repas qui me semble aussi intime. Peut-être parce qu'il venait d'elle. Ou peut-être parce qu'il ne cherchait à rien prouver. Elle m'a demandé une fois. Tu ne te sens jamais en décalage ? On était dans le parc Compan Caffarelli, assis sur un banc sous les pins, les mains dans les poches, le vent tiède pour la saison. Par rapport à quoi ? À ton âge. Aux autres. J'ai réfléchi. Je crois que je me suis toujours senti un peu vieux trop tôt. Elle m'a regardé longuement. Moi, c'est l'inverse. J'ai vécu longtemps comme si j'étais déjà morte. Je n'ai pas répondu. Le vent a soufflé dans les branches. Des enfants couraient autour de nous, comme une musique trop vive pour notre tempo. Et pourtant, je n'ai jamais senti ma place aussi juste que dans ce silence-là, à côté d'elle. Parfois, le soir, elle écrivait. Sur mon bureau, quand je travaillais à la table basse. Elle ne me montrait jamais ce qu'elle notait. Mais une fois, elle a laissé un carnet entrouvert sur ma table. Je n'ai pas lu. Mais j'ai regardé la page. Et j'ai reconnu mon prénom. Une fois, entre deux phrases. Quand elle s'en est rendue compte, elle a refermé le carnet avec calme. Ce n'est rien. Juste des fragments. Elle n'a pas eu besoin de s'expliquer. Ce qui se passait entre nous était précisément cela, un ensemble de fragments. Pas une histoire, pas encore. Mais un territoire en formation, habité de regards longs, de gestes suspendus, d'hésitations qui disaient bien plus que n'importe quel aveu. Un dimanche, elle est restée plus longtemps que d'habitude. La pluie tambourinait contre les vitres. Nous étions allongés sur le tapis, elle lisait à voix haute des passages de Marguerite Duras. Sa voix n'était pas toujours stable. Elle butait sur certains mots, laissait des blancs. Mais je la laissais faire. Parce que sa voix, même dans l'accro, avait quelque chose d'ancré, de profondément vivant. À un moment, elle a posé le livre à côté d'elle, s'est tournée vers moi. Je ne sais pas si je te rends heureux. La question est restée suspendue. Je l'ai regardée, les bras repliés sous la nuque. Je ne sais pas non plus. Mais je sais que je respire mieux quand tu es là. Elle a fermé les yeux. Et ce soir-là, elle s'est endormie contre mon épaule. Je suis resté immobile longtemps. Parce que parfois, l'immobilité est la forme la plus entière de présence. Février s'est installé sans prévenir. Un mois translucide, fait de jours gris pâles et de silence plus épais. Margot venait toujours. Mais différemment. Comme si chaque venue portait en elle la possibilité d'être la dernière. Je le sentais. Dans le poids de ses silences. Dans le soin qu'elle mettait à replier son manteau. Dans la façon qu'elle avait de regarder ma bibliothèque,
comme si elle voulait mémoriser l'ordre des titres. Un soir, je lui ai demandé. « Tu pars ?» Elle a tourné la tête vers moi. Pas surprise. « Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Tu regardes les choses comme quelqu'un qui les quitte. » Elle n'a pas nié. Ma sœur m'a proposé de venir à Lyon quelques mois. Elle a un appartement là-bas, vide. Elle enseigne aussi. Elle dit que ça me ferait du bien. Elle n'a pas ajouté et fuir. Elle n'en avait pas besoin. Le mot planait. Je n'ai pas insisté. J'ai seulement demandé. Tu sais ce que tu veux. Elle a soupiré. Je ne suis plus certaine de vouloir quoi que ce soit. Les jours suivants, j'ai essayé de ne rien changer. De continuer à cuisiner, à vivre, à travailler. Mais je guettais chaque bruit à l'étage. Chaque pas. Chaque absence. C'était ridicule, peut-être. Mais on devient ridicule dès qu'on tient à quelqu'un qu'on n'a jamais nommé. Elle est revenue un jeudi soir. Pas pour rester. Elle avait les traits tirés, le manteau encore fermé, les clés dans la main. Je voulais juste voir. J'ai ouvert la porte sans parler. Elle est entrée. Elle n'a pas retiré son manteau. Elle a fait le tour du salon du regard, comme si elle vérifiait que rien n'avait bougé. « Tu veux rester ?» ai-je demandé. Elle a secoué la tête. « Pas ce soir. Je voulais juste te dire que je vais partir. » Mon estomac s'est contracté. « Quand ?» Le 3. J'ai pris les billets ce matin. Elle a croisé mes yeux. « Je ne veux pas disparaître. » Alors ne pars pas. Elle a souri, sans joie. Ce n'est pas si simple. Je n'ai rien dit. Elle est restée debout quelques secondes, puis elle s'est approchée. Elle a posé sa main sur ma joue, très doucement, comme on touche une chose trop fragile. Puis elle est partie. Et j'ai compris, en refermant la porte, que rien ne tiendrait plus jamais pareil dans cette pièce. Nous avons cessé de nous voir chaque jour. Elle restait chez elle, souvent. Ou sortait seule. Quand je l'apercevais dans la rue, elle semblait ailleurs. Comme si déjà, elle habitait une autre vie. Et pourtant, parfois, elle m'envoyait un message. Un rien. Une phrase, il y avait du mimosa ce matin au marché. Ou, tu devrais écouter Arvo Pärt, aujourd'hui. Je répondais toujours. Mais les mots semblaient arriver en retard, comme des cartes postales envoyées d'un train qui ne s'arrête plus. Le dernier dimanche avant son départ, elle a frappé à ma porte tôt. Très tôt. Elle portait une chemise trop grande et un regard qu'elle ne m'avait encore jamais montré. « Tu es réveillé ?» J'ai hoché la tête. Elle est entrée. Elle n'a rien dit. Elle est allée dans la cuisine. Elle a mis de l'eau à chauffer, ouvert le placard comme si c'était le sien. Puis elle est revenue avec 2 tasses fumantes et s'est assise à côté de moi. J'ai eu peur. Cette nuit. Je l'ai regardée. Peur que tout ça disparaisse. Que ça ne soit que dans ma tête. Que j'ai rêvé. Elle s'est tue. Ce n'est pas un rêve, Margot. Elle a serré sa tasse. Non. C'est peut-être pire. C'est réel. Un silence. Puis elle a dit, très bas. Tu sais, il y a des nuits où j'ai imaginé rester. Juste rester là, sans me poser de questions. Pourquoi tu ne l'as pas fait ? Elle a souri, tristement. Parce que je suis une femme qui s'est toujours arrêtée avant la fin. Elle est partie ce jour-là sans embrasser, sans promesse. Mais avant de partir, elle a laissé un objet. Un livre, posé sur mon lit. Le ravissement de l'Olve Stein. À l'intérieur, une page marquée. Une phrase soulignée, elle sentit qu'elle aimait, que c'était cela aimer, attendre sans fin, sans rien attendre. Je l'ai relu plusieurs fois. Puis j'ai laissé le livre ouvert sur ma table de chevet. Comme une veilleuse. Le soir du 2 mars, il y avait un vent chaud venu du sud, un vent qui n'appartenait déjà plus à l'hiver. La ville semblait hésiter entre 2 saisons, comme nous. Je n'attendais pas qu'elle vienne. Elle ne m'avait rien promis. Mais j'avais laissé la porte entr'ouverte. Il était 22h12 quand elle est apparue sur le pas de l'entrée. Aucun mot. Elle portait un long manteau gris, ses cheveux étaient lâchés, plus libres qu'à l'accoutumée. Son regard, lui, ne fuyait plus. « Je pars demain matin », a-t-elle dit. J'ai acquiescé. Je sais.
Elle a fait 2 pas dans le salon, a posé son sac au sol, a regardé autour d'elle. Puis elle a enlevé son manteau, lentement. Et elle est venue s'asseoir sur le canapé. Je ne veux pas qu'on fasse semblant ce soir. Ni qu'on retienne quoi que ce soit. Sa voix était calme. Mais ses mains tremblaient légèrement. Je me suis assis en face d'elle, à une distance presque respectueuse, presque dérisoire. J'ai dit : « Alors dis-moi la vérité. » Toute. Elle a pris une longue inspiration. J'ai eu peur de toi. Pas de ton âge, ni de ce que les gens pourraient dire. Peur de ce que tu as réveillé. De la tendresse. Du désir. De l'envie de recommencer à vivre autrement. Ses yeux étaient brillants. Tu m'as rappelé quelque chose que j'avais rangé très loin. Ce que c'était d'être vu. Vraiment. Je n'ai pas répondu. Je ne voulais pas casser le fil. Elle a continué. Je ne peux pas te demander d'attendre. Ni de m'oublier. Tu n'as rien à demander, ai-je soufflé. Juste à être là. Ce soir. Elle s'est levée lentement, a fait le tour du canapé, est venue s'asseoir près de moi. Pas collée. Juste assez proche pour que je sente la chaleur de son épaule. Je me suis tourné vers elle. Elle m'a regardé. Et pour la première fois, nous avons cessé de nous contenir. Je l'ai embrassée. Pas avec fougue. Pas avec urgence. Avec une lenteur presque douloureuse. Ses lèvres avaient le goût du thé noir et d'un chagrin ancien. Sa main s'est posée sur ma nuque, tremblante. Mon cœur battait trop fort. Tout mon corps semblait réapprendre ce que c'était que de toucher quelqu'un qu'on a désiré longtemps sans jamais l'oser. Quand nous nous sommes détachés, elle a posé son front contre le mien. C'est ça que j'emporte, a-t-elle murmuré. Ce moment. Pas un fantasme. Pas une projection. Juste toi. Moi. Maintenant. Nous sommes restés ainsi longtemps. Aucun mot. Le disque avait cessé de tourner. Le silence était dense, presque sacré. Plus tard, elle s'est allongée contre moi sur le canapé. Ses jambes repliées. Ma main dans ses cheveux. Aucun geste n'était précipité. Tout avait le rythme d'un adieu doux. Elle s'est endormie. J'ai regardé son visage, ses cils frémir, sa bouche entr'ouverte. J'ai retenu chaque détail. Chaque souffle. Et moi, je n'ai pas dormi. Je voulais graver cette nuit en moi. La garder, entière. Comme un film dont on connaît déjà la dernière image, mais qu'on regarde quand même, parce que le chemin vers elle vaut la peine. Au matin, elle s'est levée avant moi. J'ai entendu l'eau couler dans la salle de bain, le froissement des vêtements. Quand je suis entré dans la cuisine, elle était là, debout, une tasse à la main. Le soleil traversait les stores, dessinait des lignes pâles sur son pull noir. Elle m'a regardé. A souri. Tu n'as rien à réparer. Rien à regretter. J'ai voulu répondre, mais ma gorge s'est serrée. Elle s'est approchée. A glissé sa main contre ma joue. Puis elle m'a embrassé une dernière fois, lentement, sans précipitation, comme si elle voulait que ce soit ce baiser-là qui reste, et aucun autre. Et puis, elle est partie. Je ne l'ai pas revue. Elle m'a laissé un mot, glissé entre les pages de l'amant de Duras que je lui avais prêté. Merci de m'avoir permis d'exister autrement. Même un instant. Je ne t'emporte pas comme une douleur, mais comme une lumière. Je n'ai pas pleuré ce jour-là. Mais dans les semaines qui ont suivi, il m'est arrivé de m'arrêter au milieu de la rue en pensant à elle. À un mot. Un rire. Un parfum qui lui ressemblait. J'ai continué à vivre. À créer. À aimer un peu. Autrement. Mais rien n'a plus jamais eu la même couleur que ce mois de janvier et février où le monde entier semblait réduit à un appartement mal chauffé, un silence partagé, et le frémissement d'un corps contre le mien, sans jamais posséder. Margot n'a pas été une histoire. Elle a été un moment. Et ce moment a suffi pour me changer. Pas en me brisant. Mais en me rappelant que j'étais vivant. Et que dans le battement suspendu entre deux âges, deux saisons, deux cœurs, il y a parfois assez d'éternité pour traverser toute une vie.